Salut tout le monde, aujourd'hui on va décortiquer un mot qu'on entend absolument partout, l'inflation. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Comment c'est calculé? Et surtout, pourquoi est-ce que les chiffres officiels nous semblent parfois complètement à côté de la plaque par rapport à ce qu'on vit au quotidien? C'est ce qu'on va éclaircir ensemble. On va commencer par la question qui fâche un peu. On a tous ce sentiment, n'est-ce pas? Qu'avec le même billet dans la poche, on repart avec de moins en moins de choses. Eh bien, ce n'est pas juste une impression. C'est l'effet très très concret de l'inflation sur notre pouvoir d'achat. Alors pour bien comprendre de quoi on parle, le mieux c'est de repartir de la base. L'inflation, c'est quoi exactement? L'inflation, ce n'est pas juste le prix de la baguette qui augmente à la boulangerie du coin. Non, c'est une hausse qui est à la fois globale et durable, et qui touche la plupart de ce qu'on consomme. Et le résultat, il est simple. La valeur de notre argent s'érode. Petit à petit, chaque euro perd un peu de sa force. D'accord, mais alors, comment est-ce qu'on la mesure, cette hausse globale? Pour ça, il y a une image que les économistes adorent et qui est super parlante. C'est le fameux panier de la ménagère. Voilà, imaginez un caddie de supermarché, mais en version XXL, une version géante. On le remplit virtuellement de tout ce qu'une famille moyenne dépense au cours d'une année. C'est une sorte de photo de nos habitudes de consommation. Et ce panier, il est incroyablement varié. On y trouve aussi bien les courses du quotidien, comme la nourriture ou l'essence, que des achats plus importants, comme une voiture ou une machine à laver. Et bien sûr, on n'oublie pas les services. Le coiffeur, les assurances, le loyer, tout y est. Le but, c'est d'avoir une vision la plus fidèle possible du coût de la vie. Mais attention, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'augmentation du prix d'un produit n'a pas du tout le même impact que celle d'un autre. C'est là qu'entre en jeu une notion absolument clé, la pondération. Prenons un exemple tout bête. L'essence, ça pèse beaucoup plus lourd dans nos dépenses que le café. Du coup, une hausse de 10% du prix à la pompe va avoir un impact beaucoup plus fort sur l'inflation globale qu'une hausse de 10% du paquet de café. C'est ça le principe de la pondération. C'est logique au fond. Bon, on a vu l'analogie, maintenant passons à l'outil officiel, celui qui est utilisé par tous les pays de la zone euro. Cet outil, il a un nom un peu barbare, l'IPCH. Mais le mot le plus important ici, c'est harmoniser. Ça veut simplement dire que tout le monde, de la Finlande au Portugal, utilise exactement la même méthode de calcul. Et c'est essentiel pour pouvoir comparer les chiffres et donner une boussole fiable à la Banque centrale européenne. Et le processus, il est hyper rigoureux. D'abord, on collecte des millions et des millions de prix, partout. Ensuite, on applique la fameuse pondération aux produits, exactement comme on l'a vu avec l'essence et le café. Et enfin, dernière étape, on pondère aussi chaque pays selon son poids économique. Forcément, l'Allemagne pèsera plus lourd dans le calcul que Malte, par exemple. Et là, on arrive à la question que, je crois, tout le monde se pose. Mais pourquoi est-ce que le chiffre officiel de l'inflation semble parfois si loin de ce qu'on ressent dans notre portefeuille? Eh bien, le décalage s'explique par plusieurs choses. D'un côté, l'IPCH, c'est une grande moyenne qui lisse tout, y compris des achats qu'on fait très rarement, comme une voiture. De l'autre, notre perception à nous, elle est surtout marquée par les achats fréquents, ceux dont les prix bougent tout le temps, comme à la pompe à essence. Et puis, il y a un biais psychologique. Notre cerveau remarque beaucoup plus les prix qui grimpent que ceux qui restent stables, comme le loyer, ce qui peut nous donner l'impression d'une inflation plus forte qu'elle ne l'est statistiquement. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que notre taux d'inflation personnel peut être très différent de la moyenne nationale. Quelqu'un qui prend sa voiture tous les jours et qui voit le prix de l'essence exploser va ressentir une inflation bien plus forte que son voisin qui se déplace à vélo. Au final, ce sont nos habitudes qui décident notre propre inflation. D'accord, c'est bien beau tout ça, mais à la fin, pourquoi est-ce qu'on se donne autant de mal pour calculer ce chiffre avec une telle précision? La réponse est en fait très simple. C'est parce que l'IPCH est l'instrument de navigation numéro 1 de la Banque centrale européenne. Et sa mission principale, son objectif premier, c'est de garantir la stabilité des prix dans toute la zone euro. Pour y arriver, la BCE a une cible, un chiffre magique en tête, 2%. Elle vise une inflation de 2% à moyen terme. Pourquoi 2%? C'est le juste équilibre. C'est assez bas pour que les prix ne s'envolent pas, mais c'est aussi assez haut pour éviter le pire ennemi de l'économie, la déflation, c'est-à-dire une baisse généralisée des prix. C'est donc cet objectif de 2% qui guide toutes ces décisions, notamment sur les taux d'intérêt qui nous concernent tous. Voilà, on a vu ensemble comment et pourquoi on mesure l'inflation. Alors la question finale, elle est peut-être pour nous. Maintenant qu'on comprend un peu mieux ce mécanisme, comment est-ce que cette hausse des prix influence nos propres choix de nos courses supermarchés jusqu'à nos projets d'épargne? C'est une bonne réflexion à avoir. Merci d'avoir suivi cette analyse.